Si vous voulez bien, on va procéder à la clôture de ce euh, colloque euh, qui a eu lieu pendant 2 jours, jeudi et vendredi. Alors, nous avons eu une première journée de colloque exceptionnelle, très variée aussi, ouverte donc par l'allocution de notre vice-rectrice aux études et à la recherche à l'Université de l'Ontario français, Isabelle Dostaler. Le colloque a réuni les collègues en présentiel et en ligne autour d'une table ronde. La première journée, une magnifique exposition immersive en vidéopoésie, une très intéressante conférence inaugurale, une présentation par affiche et 2 panels avec leurs présentations respectives qui ont été substantielles. Je dirais que le fil conducteur de la journée s'est organisé autour de la question centrale: comment penser l'intelligence humaine dans un monde façonné par l'intelligence artificielle sans céder ni à l'enthousiasme, à un trop grand enthousiasme technophile, ni à une résistance fataliste qui exclut l'intelligence artificielle de nos vies. Alors, les pistes de réponse se sont dessinées à travers des approches critiques, transdisciplinaires, qui ont été ancrées dans des enjeux sociaux, artistiques et épistémologiques actuels. Les discussions eues à la table ronde ont validé notre intention de ne pas exclure une intelligence par l'autre, mais bien de comprendre les voies de synergie possibles entre les deux intelligences sans que l'intelligence artificielle s'impose d'elle-même, toute seule. Certes, on évalue encore, et je crois qu'on devrait continuer à le faire, des enjeux posés par l'intelligence artificielle à l'humain et à son intelligence, notamment sur le plan de l'éducation qui nous intéresse particulièrement. Nous avons identifié les nouvelles tendances, apparition de nouveaux champs de savoir, ainsi que de nouvelles initiatives qui combinent efficacement l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, l'exposition réalisée par l'atelier Entreprise Ventrale est le point qui lie l'humain à son intelligence humaine ainsi qu'à celle artificielle en ce qu'on appelle un tiers caché transdisciplinaire des plus évidents. Transmédiatique, la création artistique du duo Al-Makwanda, proposée sous le titre Suggestive en soi, est une écosystémie en train de se faire en ce qu'elle facilite, à l'aide de la vidéopoésie, son, images et mots, l'émergence du savoir en soi depuis ce monde intérieur que nous écartons à tort de plus en plus actuellement. Nous sommes choyés, nous avons été choyés d'avoir pu abriter cette magnifique exposition dans le cadre de notre colloque. Et pour les personnes qui étaient à distance, le portfolio a été donc virtuel, a été mis dans le chat de notre lien Zoom. Alors, la conférence inaugurale de Jonathan Martineau nous a plongé dans une des dimensions les plus problématiques de notre réalité humaine, le temps social et le temps vécu, compris par rapport à la technologie qui accélère et efface les frontières établies entre différents temps de notre existence, le temps du travail, le temps de l'étude, le temps du loisir, ainsi que les frontières entre la temporalité individuelle et collective. Il est plus qu'urgent de comprendre les enjeux politiques du fait que la conscience humaine est de nos jours extériorisée dans les technologies algorithmiques. 2 panels, 2 séances ont façonné par la suite notre journée. Nous avons eu le plaisir d'avoir parmi nous des gens de l'extérieur du monde universitaire qui nous ont enrichis comme à chaque fois de leur expérience et pratique. Sylvie Bergeron de l'Observatoire de la psychologie évolutionnaire de Montréal et Suzanne Blouin du Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands du Québec. Je dirais que la journée a été mise sous le signe d'une prise profonde de conscience de cette rencontre qui se réalise maintenant entre l'intelligence humaine et artificielle au niveau de l'être humain. Florent Pasquier de Sorbonne Université, qui a été avec nous en ligne, a tenté de nous montrer le chemin à venir des humanités numériques et du transhumanisme à travers de nouveaux concepts inspirés par la transdisciplinarité qui sont en train peut-être de devenir des nouveaux domaines de savoir, de nouveaux champs émergents. Donc le transpersonnel, la transtechnologie ou la technontologie, des nouvelles sciences aussi qui soulignent des préoccupations éthiques, sociétales, ontologiques liées à l'avenir de l'être humain
et de son intelligence dans un contexte qui aura devenu majoritairement artificiel. Sylvie Bergeron, quant à elle, nous a présenté les résultats des observations liées à l'intelligence humaine menées au sein de l'Observatoire de psychologie évolutionnaire de Montréal et du programme qu'elle a fondé dans le cadre de cet observatoire, le créateur, qui développe l'intelligence humaine de manière intégrale sur 6 niveaux face à 2 niveaux couverts par l'intelligence artificielle. Un programme qui devient de plus en plus populaire et qui pourrait inspirer d'autres initiatives de formation. Sylvie a montré l'importance à développer une pédagogie de l'intelligence humaine pour la positionner face à l'intelligence artificielle qui peut nous servir certes, mais qui peut aussi nous conduire vers une impasse créative avec des conséquences concrètes sur la vie des jeunes qui forment la société de demain. Moi-même, j'ai montré surtout comment et pourquoi nous sommes emprisonnés aujourd'hui dans une boucle créée par les deux intelligences, humaine et artificielle, et comment nous sommes arrivés ici. Le concept d'exosomatisation, la rupture entre sujet et objet, qui projette l'être humain et le maintient dans un seul plan extérieur à lui-même, m'ont aidé à cheminer euh, dans mon étude. Et dans ces conditions, nous arrêtons de développer réellement notre intelligence humaine. Nous sommes dans l'illusion de son développement, en fait, de son confinement au niveau de l'IA. Puisque l'objectivité scientifique ne doit plus apparaître aujourd'hui dans un esprit humain, mais dans un objet ou une surface intelligente, nous n'intégrons plus les savoirs, nous les accumulons uniquement dans un plan extérieur à nous. Cela m'a conduit à poser la question liée à l'endroit et au cadre où l'intelligence humaine sera dorénavant développée pour que l'être humain ne devienne pas un esclave de l'IA, mais un utilisateur conscient et efficace. Greg Dismore nous a ramenés vers les débuts de l'IA où on a montré un manque évident de compréhension de la nature incarnée de l'IH. Greg a réexaminé cet aspect pour le cas des modèles contemporains de l'IA. Il a évalué l'intelligence humaine dans un monde numérique, l'infosphère, en se demandant si les grands modèles de langage sont-ils vraiment une étape dans le développement de l'IA générale ou plutôt un outil d'orientation de l'intelligence humaine dans un monde de plus en plus technologisé. Suzanne Blouin a poursuivi la voie des profondeurs de l'être humain, notamment à travers son imaginaire, pour explorer le rapport actuel entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Elle a montré qu'à la voie dominante de réduction de la personne humaine à sa performance et productivité, il existe aussi un territoire euh, différente, une troisième voie transdisciplinaire où les contraires se concilient sans s'anéantir. Suzanne nous a présenté la psychagogie des valeurs de l'après qui, appliquée à l'accompagnement du personnel éducatif et des jeunes, facilite le retour au plein potentiel de l'intelligence humaine. Florence Vinit a porté notre regard sur l'émergence et l'installation de l'IA en psychologie sous forme d'analyse des comportements, d'évaluation clinique ou même d'accompagnement thérapeutique, ce qui pose des risques évidents. En praticienne mais aussi chercheur, Florence nous a montré ce qui humainement se passe lors de la psychothérapie qui repose sur l'interaction de deux êtres, sur leur sensibilité indispensable à un agir éthique. Sa proposition, fort originale, voir l'IA non plus comme une intelligence artificielle, mais comme une intelligence amoureuse, nous a interpellés. Alors, au terme de cette première journée de colloque, ce n'est pas une opposition entre l'intelligence humaine et artificielle qui s'est dessinée, mais une coévolution fragile, incertaine, à construire encore avec lucidité et courage. Le courage, c'est le courage de ne pas négliger notre propre intelligence humaine pour mieux profiter de tout ce que l'intelligence artificielle nous offre. Quant à la journée d'aujourd'hui, de vendredi, a été très dense, intense et profondément stimulante. Également, 3 panels, cette intervention, un fil conducteur en tension, celui de notre responsabilité partagée face à l'essor de l'intelligence artificielle et à ses effets multiples sur l'intelligence humaine. Cette intelligence humaine, nous l'avons interrogée, éprouvée, défendue, parfois redéfinie.
Alors, la matinée s'est ouverte avec la conférence de notre collègue Elazar, qui nous a invités à réfléchir aux prises de conscience de la crise environnementale à travers les images de changement climatique génératif. Elle a analysé une réalisation humaine et l'une artificielle du projet du photographe climatique Nick Brandt pour questionner, de point de vue éthique et méthodologique, la place de l'humain dans la compréhension et la genèse des images génératives. Par la suite, Selma Zayangalia a déplacé notre regard sur la co-création artistique en communauté qui engage notamment une personne artistique en apprentissage qui interagit avec des personnes adultes ayant des besoins complexes. Selma nous a présenté les résultats d'un projet de recherche en apprentissage expérientiel qui a amené 7 personnes étudiantes d'un cours d'art à créer manuellement des œuvres s'inspirant des moments de partage avec des personnes adultes ayant des besoins complexes, notamment la paralysie cérébrale avec l'étudiante Amélie. Elle a comparé notamment sous le plan de l'émotion ses créations à celle du robot AIDA, capable de créer de façon autonome une œuvre dite artistique et considérée artistique. Laura Ilia, elle a ouvert le deuxième panel avec une réflexion percutante sur la relation entre la manière dont nous nous plaçons en relation avec l'intelligence artificielle et l'ancien problème platonicien de la représentation. En partant de quelques exemples concrets, elle a montré les multiples niveaux de sens des langues naturelles impliquant des ressources intraduisibles pour la vérité et la justice. Ces ressources ne devraient pas être réduites aux correspondances transactionnelles d'un hypermoteur puissant. Puis Marie-Hélène Bourgeois nous a fait entrer dans le monde de l'imaginaire, de l'imagination et de l'image, qui constitue un point d'articulation entre le cerveau et l'esprit, entre les neurones individuels et les créations de la culture. Partant de l'idée que l'imaginaire, comme l'IA, constitue des matrices où des formes prennent vie, elle a montré comment mimésis et poésis peuvent travailler de concret et se nourrir réciproquement. Sarah Chouka a offert une réflexion autour de l'oubli des langues. Elle a souligné 3 enjeux importants. Le français qui demeure soumis à des questions relatives à la traduction et, comme nous avons vu, au contenu par rapport au contenant qui est anglo-saxon. Deuxième, l'exclusion de la langue dans les études notamment anglophones, et les enjeux propres à l'IA et propres à l'humain dans le but de dévoiler le travail digital invisible des humains et leur contribution à l'existence même de l'intelligence humaine, avec son cas aussi, avec ses exemples et ses recherches en cours. Déborah Nourri, Marie-Noël Albert ont conclu enfin, elles n'ont pas conclu, mais elles ont présenté toujours dans le cadre de cette séance le rapport entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle dans ce que l'on peut qualifier comme étant la 4e paradigme de la science, Data Intense Science, qui affecte l'ensemble des disciplines scientifiques dans la gestion la santé, entre autres. Mais non seulement les disciplines scientifiques, la société civile également. Nos collègues ont choisi de ramener ce paradigme à la première personne pour examiner la dynamique complexe, polarisante à l'usage de l'IA générative dans la pratique scientifique et pédagogique. Elle propose d'adopter une posture plutôt dialogique et tierce, ce qui définirait finalement une posture éthique où l'intelligence humaine serait considérée aussi importante que l'intelligence artificielle de nos jours. Alors, à travers cette deuxième journée, je dirais que le fil rouge qui s'est tissé, ça serait l'intelligence humaine n'est pas une donnée figée, mais une capacité relationnelle, imaginative, critique, créative, mise à l'épreuve, mais aussi enrichie par la confrontation à l'intelligence artificielle. Qu'elle soit esthétique, image, mots, langue, musique, son, ou pédagogique, l'IA nous force à revenir à l'essentiel, notre manière d'habiter le monde, de nous relier les uns aux autres et de faire société. Au terme de ce colloque, encore une fois, ce n'est pas une opposition entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle qui s'est dessinée, mais encore cette volonté de co-construire ensemble.
Mais la condition essentielle est d'arriver à repositionner l'intelligence humaine au niveau d'intérêt et d'importance que l'on accorde à présent à l'intelligence artificielle. De nos jours, l'intelligence artificielle est devenue discipline. Elle bénéficie d'immenses fonds de recherche, d'espaces pédagogiques. Nous avons un observatoire de l'intelligence artificielle, Obvia. Nous avons le Grand Institut Mila ici à Montréal. Alors que l'intelligence humaine est laissée pour compte, étudiée de manière plus ou moins transversale depuis plusieurs champs de savoir, très loin de bénéficier de la même attention et donc de la même valeur accordée que celle que nous accordons à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et nous avons plus que jamais besoin des espaces égaux pour l'intelligence artificielle et pour l'intelligence humaine à travers nos programmes, nos cours, nos approches, nos espaces de recherche aussi. Euh, le logo de l'Observatoire de l'intelligence artificielle, Obvia, qui est un réseau interuniversitaire, interdisciplinaire, international, un très, très, très beau centre. Son logo est pour une approche humaine de l'IA. Il serait peut-être temps qu'un observatoire de l'intelligence humaine soit aussi édifié toujours de la même façon, interuniversitaire, interdisciplinaire, international, pour y faire la distinction essentielle entre ce que l'on appelle et on capitalise aujourd'hui comme étant l'IA pour l'humain et l'IH pour l'humain. Il y a une grande différence entre l'intelligence artificielle pour l'humain et l'intelligence humaine pour l'humain. Et c'est vers cette ouverture que notre colloque pointe et j'espère que nos voix seront entendues, que notre rencontre de 2 jours dans le cadre de ce 92e congrès de l'ACFAS sème un grain de plus pour voir éclore ce genre de centre ou d'observatoire de l'intelligence humaine qui deviennent indispensables de nos jours. Nous ne pouvons qu'espérer que cette réflexion se poursuive donc au-delà de ces murs. Je remercie encore à mes 2 collègues co-organisatrices de ce colloque, Selma et Ella, et en leur nom et le mien, merci encore pour votre magnifique présence et vos travaux extraordinaires proposés dans le cadre de notre colloque en présentiel et à distance. Merci à toutes et à tous. Merci.